Bonsoir à tous et bienvenue sur Amants et Mensonges, l'endroit où les vérités les plus sombres trouvent enfin la lumière. Et si la personne qui partage votre lit était aussi celle qui creuse votre tombe? Si chaque regard, chaque sourire, chaque repas, n'était qu'un pas de plus vers une trahison savamment orchestrée? Cette histoire n'est pas une fiction. C'est le récit d'un piège, lent, méthodique, mortel. Si cette histoire vous accroche dès le début, abonnez-vous, laissez un like, et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à sa place. Votre avis compte énormément. Le matin était d'un silence étrange. Un silence pesant, presque coupable. Derrière la fenêtre, les brumes d'Alsace glissaient entre les arbres comme du lait renversé, s'enroulant autour de la maison tel un spectre venu écouter ce qui ne devait pas être entendu. À l'intérieur, seule l'horloge de la cuisine osait rompre ce mutisme, chaque tic-tac découpant le temps avec une précision chirurgicale. 6h42. Julien Moreau ouvrit lentement les yeux. Une douleur sourde pulsait derrière ses tempes, une oppression étrange, pas celle d'une mauvaise nuit ni même d'une gueule de bois. C'était plus chimique. Plus profond. Assis au bord du lit, il passa une main dans ses cheveux courts, couleur sable, et sentit le poids étrange de son propre corps. Son dos lui faisait mal. Ses os semblaient trop lourds. Malgré tout, il se leva, tirant sur ses épaules engourdies dans un réflexe presque militaire. Un bruit le fit s'arrêter. Quelque chose grésillait dans la cuisine. Du petit déjeuner. C'était inhabituel. Clara n'avait plus préparé de petit déjeuner depuis les premières années de leur mariage. À l'époque où le café était toujours chaud et les baisers automatiques. À l'époque où ses yeux s'éclairaient encore quand il entrait dans une pièce. Il glissa dans le couloir, les pieds raclant doucement le parquet. En arrivant dans la cuisine, il s'arrêta net. Clara était là, debout près des plaques. Ses longs cheveux blonds tressés avec soin. Elle fredonnait une mélodie étrange, sans air précis. Elle portait une blouse bleue soigneusement rentrée dans un jean sombre. Trop apprêtée pour un matin ordinaire. « Salut » murmura Julien en se frottant les yeux. Elle se retourna avec un sourire, trop parfait. « Bonjour, mon dormeur. J'ai préparé ton petit déjeuner préféré, œufs à point, bacon, tartines grillées de pain au levain. » Julien cligna des yeux. « Ai-je oublié une date ?» Elle rit doucement, un rire presque programmé. « Faut-il vraiment une raison pour prendre soin de mon mari ?» Il la fixa. Clara avait toujours été une excellente menteuse, c'est ce qui faisait d'elle une avocate redoutable. Mais là, il y avait autre chose. Quelque chose dans son regard. Quelque chose de trop calme. Trop attentif. Il s'assit. Les œufs avaient l'air parfaits. Trop parfaits. Sans rien dire, elle lui servit son café noir, sans même demander. Le mug se posa doucement à côté de l'assiette. Il prit sa fourchette, goûta un morceau. C'était salé, légèrement sucré. Rien d'étrange, et pourtant, son estomac se serra. Une chaleur monta derrière ses yeux, descendit dans sa gorge. Une étrange torpeur gagna ses doigts. Il voulut prendre la tasse, mais sa main paraissait flotter. Comme s'il portait des gants faits de brouillard. « Clara ?» Elle pencha légèrement la tête. Son sourire se durcit, imperceptiblement. « Oui, mon amour ? Qu'est-ce qu'il y avait dans ?» Il n'eut pas le temps de finir. Le monde se plia sur lui-même. Sa vision s'assombrit depuis les bords, comme une photographie qui brûle. Le mug lui glissa des mains, explosa contre le sol dans un bruit lointain. Et la nuit l'engloutit. Quand Julien rouvrit les yeux, la réalité avait changé. Une migraine violente le frappait comme un marteau dans le crâne. Il voulut bouger, rien. Ses bras ne répondaient pas. Ses jambes non plus. La panique, glaciale, rapide, monta en lui comme un raz-de-marée. Il baissa les yeux, des cordes. Épaisses, rugueuses, autour de ses poignets, de ses chevilles. Un tissu grossier bâillonnait sa bouche. Il était attaché à une chaise de bois, solidement fixée au sol. L'endroit n'était ni sa cuisine, ni son garage. Un lieu sombre. Sans fenêtre. Juste une lampe au plafond, et un écran de télévision en face de lui. L'écran grésilla. Un clic. La vidéo démarra.
Il lui fallut quelques secondes pour comprendre. Le canapé, leur canapé. Puis Clara, à l'écran. En robe de soie. Rien d'autre. Le regard doux, séduisant. Mais pas pour lui. Un homme entra dans le champ. Le cœur de Julien se tordit. Victor. Son ami depuis l'université. Son témoin de mariage. Celui qui lui avait dit un jour « Je prendrai une balle pour toi ». Il n'y avait pas besoin de son. L'image suffisait. Puis, une autre vidéo. Martin. Le voisin. Celui qui l'invitait pour les matchs, les barbecues. Encore une. Antoine. Le coup de grâce. Le frère de sang. Celui avec qui Julien avait traversé l'enfer des zones de guerre. Celui qu'il n'aurait jamais soupçonné. Vidéo après vidéo. Trahison après trahison. Clara, avec chacun d'eux. Des sourires. Des caresses. Des murmures. Julien ne respirait plus. La honte le brûlait. La rage le dévorait. La corde s'enfonça dans sa peau. L'écran devint noir. Juste le bruit de sa respiration hachée et le bourdonnement de la lampe. Puis, le téléphone, posé sur une table à côté de l'écran, s'alluma. Un message. Tu veux te venger? Faisons un marché. La peur, Julien la connaissait. Mais celle-ci avait une odeur. Une froideur. Comme du métal rouillé dans un sous-sol humide. Comme le souffle de quelque chose de plus ancien. De plus cruel. Et elle était là. Tout autour de lui. Le message restait affiché, lumineux. Tu veux te venger? Faisons un marché. Ses doigts tressaillirent. Il ne pouvait pas bouger. Pas encore. Une nouvelle vibration. Tu es en colère? Parfait. Ça veut dire que tu es réveillé. Prêt à écouter? Fais un signe. Julien ne bougea pas tout de suite. Il détestait les jeux. Encore plus ceux où il était un pion. Mais une voix intérieure, enfouie sous la tempête, chuchota. Attends. Observe. Comprends. Et lentement, très lentement, il fit un signe de tête. L'écran du téléphone s'éteignit un instant, puis se ralluma. Cette fois, un simple message s'afficha, accompagné d'une adresse, 87 rue de la Marne, entrée arrière. Dans 1 heure. Seul. On ne vient pas du tout. Julien cligna des yeux. Sa vision était encore floue, sa tête battait au rythme d'un tambour de guerre. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir, les lumières s'éteignirent. Noir complet. Silence total. Une obscurité si dense qu'elle paraissait palpable. 58 minutes plus tard, il était là. Devant un vieil entrepôt à la sortie de la ville, camouflé dans l'ombre. Ses poignets étaient encore rouges des liens, sa joue portait la trace du bâillon. L'air sentait l'huile de moteur et le bois pourri. Il n'était pas rentré chez lui. Pas allé voir la police. À vrai dire, il n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait vu les vidéos. Son esprit était figé dans un état entre rage et lucidité froide. Le genre de concentration qui brûle sans flamme, comme une mèche silencieuse sous la surface. La porte arrière tenait à peine sur ses gonds. Des tags recouvraient les murs, des éclats de verre brillaient au sol comme des dents cassées. Julien poussa la porte. L'obscurité l'engloutit une seconde fois, mais cette fois-ci, il n'avait pas peur. Il avançait avec une lenteur maîtrisée, chaque pas pesé comme sur un champ de mine. Au fond de l'entrepôt, une lumière faible perçait à travers une vitre poussiéreuse. Un ancien bureau. Une lampe de bureau allumée. Un homme assis derrière. Julien Moreau, dit-il sans se lever. Sa voix, grave et mesurée, semblait portée par des années de secret. Julien resta debout. Les poings serrés. « C'est vous qui m'avez drogué » demanda-t-il. « Non, répondit l'homme. Ta femme l'a fait. » Julien tressaillit. Pas un choc. Une confirmation. Un autre clou planté dans un cercueil qu'il refusait jusque-là de reconnaître. L'homme se pencha en avant, sortant de l'ombre. Très marqué, cheveux argentés aux tempes, une cicatrice au-dessus de l'arcade. Un ancien flic, sûrement. Ou pire, quelqu'un qui savait pourquoi quitter ce monde-là. « Appelle-moi Bertrand, dit-il. Je suis ici parce que quelqu'un devait l'être. » Julien ne répondit pas. Ses yeux brûlaient.
Ses mâchoires se contractaient. Bertrand tendit une fine chemise cartonnée. À l'intérieur, des photos. Des dizaines. Clara, souriante. Clara, avec Victor. Victor, lui tendant une enveloppe. Clara avec Martin. Clara dans un hôtel. Clara, beaucoup trop proche d'un homme que Julien ne reconnaissait même pas. Des dates. Des annotations. Des lieux. Trop précis pour être une coïncidence. Pourquoi vous avez tout ça? Demanda-t-il enfin. Parce que je l'observe depuis bien plus longtemps que toi, répondit Bertrand. Et parce qu'elle a déjà fait ça. Pas exactement ainsi. Mais toujours avec les mêmes motifs. Les mêmes dégâts. Des ruines parfumées. Julien ne cligna pas des yeux. Vous êtes détective privé? Je l'étais, répondit Bertrand. Avant de comprendre qu'il y avait de meilleurs usages à mes compétences. Il se leva, alla vers une armoire métallique rouillée. L'ouvrit. En sortit une petite boîte noire, sobre. L'ouvrit sur la table, une clé USB, une carte magnétique, et une bague en argent simple. Il les posa devant Julien. Tout ça est à toi. Si tu le veux. Julien regarda les objets. Qu'est-ce que c'est? Un choix, dit Bertrand. Tu peux aller voir les flics, porter plainte, espérer qu'ils croient ta version. Pendant qu'elle racontera au tribunal que tu as un caractère colérique. Que tu étais instable. Et ils la croiront, Julien. Parce qu'elle prépare ça depuis longtemps. Bertrand s'approcha, son regard accroché à celui de Julien. Où tu reprends le contrôle. Pièce par pièce. Julien ne dit rien. Son cœur cognait dans sa poitrine. Pas de panique. Pas de peur. Juste cette tension, sèche, nerveuse, glaciale. Il attrapa lentement la clé USB. Qu'est-ce que je dois faire? Demanda-t-il d'une voix grave. Bertrand acquiesça. Voilà la bonne question. Quelques heures plus tard, dans l'arrière-salle de son garage, les lumières coupées, les câbles des caméras de sécurité sectionnés à la main, Julien inséra la clé dans son ordinateur portable. L'écran s'alluma. Un seul dossier. Non, sans cercle. À l'intérieur, 3 sous-dossiers. 3 noms. 3 coups de poignard. Victor Langlois. Martin Duret. Antoine Delmas. Julien resta figé. Il ne cliqua pas tout de suite. Il respira. Chaque nom était un gouffre. Il ouvrit celui de Victor en premier. Victor Langlois, avocat d'affaires. Relation confirmée depuis 8 mois. Preuve. Conversation enregistrée, 4 minutes 18, photos multiples, relevés de transactions, falsification de documents. Julien appuya sur lecture. La voix de Victor, lisse et arrogante, glissa hors des haut-parleurs comme un poison dans un verre de scotch. S'il découvre tout ça, il explosera. Mais Clara, franchement, laisse-le faire. Ce mec est une bombe à retardement. Parfait pour une histoire d'abus. Le tribunal adore ça. Puis la voix de Clara. Douce. Moqueuse. C'est bien ce sur quoi je compte. Julien ferma les yeux. Ce n'était pas un soupir. C'était un souffle de lave retenu. Il ferma le dossier. Ouvrit le suivant, Martin Duret. Analyste fiscal. Affaire en cours, 6 mois. Preuve, enregistrement téléphonique, 2 minutes 50, image de vidéosurveillance d'un hôtel, compte bancaire aux îles Caïmans. La vidéo démarra, Clara en manteau rouge, Martin à côté d'elle. Elle riait. Lui tendait une enveloppe. Pas de son. Puis, la bande audio. Une voix nerveuse. Elle utilise ton accréditation, Martin. Tu n'es pas couvert. Tu risques gros. Réponse de Martin. Elle a dit qu'elle gérerait. Je lui dois bien ça. Julien se redressa. Lui devoir quoi, bordel? Il n'attendit pas de réponse. 3e dossier, Antoine Delmas. Ancien militaire, aujourd'hui dans la sécurité privée. 3 mois. Pas de confession audio. Juste une vidéo. Clara et Antoine. Sur un stand de tir. Elle rit. Il l'aide à tenir une arme. Ils sont proches. Trop proches. Il ouvrit le message chiffré. Mot de passe, faucheur ancien indicatif radio d'Antoine. Cela fonctionna.
Un seul message s'afficha. Julien, si tu lis ça, c'est qu'elle est allée trop loin. Je me suis laissé faire, mais j'ai gardé les preuves. Appelle-moi quand tu seras prêt à riposter. Ah! Julien ferma le PC. Le silence dans la pièce était absolu. Un silence trop épais pour être naturel. Il se leva lentement. Avança vers sa caisse à outils. Ouvrit une boîte noire. En sortit un marteau. Pas pour frapper. Pas encore. Mais pour se rappeler une chose. Une maison ne s'effondre jamais d'un coup. Elle tombe, coup par coup. Julien ne dormait plus. Pas vraiment. Chaque nuit, il restait allongé dans le noir, les yeux rivés au plafond, le souffle lent, mais les pensées tranchantes comme des éclats de verre. Il savait. Il savait tout maintenant. Mais savoir ne suffisait pas. Il fallait attendre. Observer. Frapper quand le masque tomberait de lui-même. La veille, Bertrand lui avait remis un paquet discret, glissé sous le comptoir de son garage. Pour VL file l'aiguille. À l'intérieur, des copies de faux documents juridiques signés par Victor, des témoignages de clients, des extraits audio compromettants. Julien avait fait ce qu'il fallait. Le matin même, ces documents avaient atterri dans les boîtes mail de 4 journalistes, et 3 comptes anonymes avaient posté des extraits de la bande sonore sur des forums et sur Reddit. À 15 heures, un site de veille financière reprenait l'affaire. À 16 heures, le réseau interne du cabinet juridique de Victor frémissait déjà. Le soir venu, Julien était garé en face de l'immeuble de bureau de Victor, 5e étage, coin vitré. Victor riait. Détendu. Chemise remontée, cravate desserrée, verre à la main. Une femme, probablement une jeune stagiaire ou une assistante juridique, lui parlait en souriant. Elle ne savait rien. Elle n'était qu'un pion de plus. Julien, lui, restait immobile, jumelle sur les genoux, une vieille thermos de café dans les mains. Il n'était pas venu pour se battre. Pas ce soir. Il était venu pour voir l'instant précis où Victor comprendrait que tout s'écroulait. Et ce moment arriva. Il vit la femme pâlir en regardant son téléphone. Victor fronça les sourcils, prit le sien, lut, s'arrêta. Son sourire se figea. Il se leva brusquement, fit les 100 pas. Sa voix tranchait l'air à travers les vitres, même sans le son. Julien observait chaque geste, chaque hésitation. Puis, un simple regard dans le vide. Un homme pris au piège. Un sourire naquit sur les lèvres de Julien. Le café avait meilleur goût que jamais. Le lendemain, il passa à l'étape suivante. En fin d'après-midi, garé derrière la poste municipale, hors champ des caméras, il portait une casquette basse et un sweat à capuche remonté jusqu'au menton. Dans sa main, une enveloppe Kraft, adresse manuscrite, Martin Duret, division de conformité fiscale, interne uniquement. À l'intérieur, les preuves de transferts offshore douteux, vers un compte non déclaré aux îles Caïmans, au nom de Martin. Le même compte que Clara utilisait pour faire circuler discrètement près de 20 000 euros. Julien avait ajouté une note anonyme, incohérence détectée lors d'un contrôle, demande d'examen immédiat. Il glissa l'enveloppe dans la boîte des envois express, et s'éloigna. Parfois, la justice ne fait pas de bruit. Parfois, elle se glisse dans une enveloppe et attend que les bonnes mains la ramassent. Ce soir-là, Julien rentra chez lui. Pas pour discuter. Pas pour crier. Juste pour voir. Les lumières étaient allumées. Clara était dans la cuisine. Du vin à la main. Elle fredonnait. Exactement comme ce matin-là. L'odeur du romarin et du beurre flottait dans l'air. Tout sonnait trop juste. Trop, chorégraphié. Il entra lentement. Elle se retourna, trop vite, trop joyeuse. « Tu es rentré tôt » dit-elle avec un sourire tendu. Julien hocha la tête, enleva sa veste, ne dit rien. Il l'observa. Elle essayait de le lire. Elle n'y arrivait pas. Elle détestait ça. Ils s'installèrent à table. Elle posa une assiette devant lui. « J'ai fait du poulet. Une soirée tranquille, ça te va ?» Julien regarda l'assiette. Puis la fixa. « Je me souviens de la dernière fois que tu as cuisiné pour moi. » Un silence. Une seconde à peine. Elle se figea. Presque imperceptiblement. Mais Julien le vit.
Je ne vois pas de quoi tu parles, répondit-elle en riant légèrement. Tu es étrange ces temps-ci. Il s'adossa à sa chaise. Tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui? Elle leva un sourcil, ne répondit pas. J'ai appris qu'aucun mensonge ne brûle plus proprement qu'un mensonge exposé à la lumière du jour. Il se leva, reposa son assiette intacte sur le comptoir et quitta la pièce. Sans fracas. Juste un pas. Contrôlé. Silencieux. La porte d'entrée se referma doucement. Le bruit s'éteignit dans le couloir. Les photos de leur mariage accrochées au mur semblaient trembler. Julien resta dans l'entrée. Immobile. Les bottes encore humides de la pluie du soir. La voix de Clara résonna depuis le salon, joyeuse. Au téléphone. Avec quelqu'un. Quelqu'un qu'elle pensait en sécurité. Quelqu'un qu'elle pensait hors d'écoute. Il ne s'approcha pas. Ne cria pas. Il tourna le dos, entra dans la chambre d'amis. Ferma la porte. La verrouilla. C'était une pièce simple. Propre. Presque vide. Parfaite. Il ouvrit un sac noir, en sortit une petite mallette plate. À l'intérieur, des dispositifs discrets. Capteurs audio, détecteurs de mouvement. Cadeau de Bertrand. Des outils que Julien pensait ne jamais avoir à utiliser. Encore moins chez lui. Il plaça le premier sous le bord du meuble de cuisine, face au salon. Un autre sous la coiffeuse de la salle de bain. Un dernier derrière le thermostat, près du bureau où Clara gardait ses dossiers. Les voyants clignotèrent une seconde. Puis le silence. Les sentinelles étaient en place. Cette nuit-là, Julien resta allongé tout habillé. Le ventilateur tournait lentement au-dessus de lui. Chaque pas, chaque grincement du parquet devenait une alerte. À 23h42, la porte s'ouvrit sans frapper. « Clara, tu ne veux vraiment pas me parler ?» demanda-t-elle, bras croisés. Julien la fixa. « Tu veux que je dise quoi? Tu agis comme un étranger. Peut-être que je le suis devenu. Ou peut-être que j'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas voir les fissures. » Elle souffla. « Donc tu boudes? » « Non, répondit-il calmement. « Je t'observe. » Elle resta figée. La bouche entr'ouverte. Aucune réplique ne vint. « C'est à propos de nous? » demanda-t-elle, plus douce. « Ou autre chose? Il y a encore un, Clara ?» Elle détourna le regard. Une faille dans son masque. Une irritation. Furtive. Mais là. Je n'ai pas le temps pour ce genre de théâtre, lâcha-t-elle en reculant. J'essaie de sauver ce mariage. Tu essaies de maintenir un décor en place, murmura Julien en se recouchant. Mais le public est déjà parti. La porte se referma dans un clic trop précis. Le lendemain, à 10h17, son téléphone vibra. Un fichier audio. Clara. Sa voix. Tranchante. Mais douce. Le poison dans le miel. Je crois qu'il commence à suspecter quelque chose. Il est trop silencieux. Ce n'est pas normal. Une voix masculine répondit. Martin. On ne peut pas se permettre ça, Clara. S'il découvre, tout s'écroule. Je m'en occupe. Et s'il va à la police? Il ne le fera pas. Il est trop fier. Il viendra à nous. À sa manière. Et si c'est le cas? Pause. On fera en sorte qu'il paraisse instable. Comme prévu. Clic. Julien baissa le téléphone. Pas de tremblement. Pas de colère. Ce qu'il ressentait désormais, c'était plus froid. Plus net. Il n'essayait plus de cacher une liaison. Il construisait quelque chose. Quelque chose qui n'avait pas de place pour lui. Julien savait désormais que ce n'était plus une simple trahison sentimentale. C'était une opération. Planifiée, structurée, stratégique. Il ne voulait pas simplement l'évincer de la relation. Il voulait le faire disparaître de son propre récit. Il erra ce soir-là dans les rues de la ville, passant devant l'école où Clara disait autrefois vouloir voir grandir leurs enfants, devant la boulangerie où ils prenaient leur café du dimanche matin avant qu'elle ne cesse de se lever avec lui, devant ce banc du parc où il lui avait demandé sa main. Tout était là. Inchangé. Et pourtant, chaque pierre, chaque arbre semblait lui murmurer qu'il était devenu un fantôme dans sa propre vie. En rentrant à la maison,
Clara était déjà en cuisine. Un verre de vin à la main. Encore. Toujours cette mise en scène bien huilée. Elle le salua d'une voix légère. Longue journée? Il hocha la tête. Productive. Ils restèrent silencieux un instant. Elle l'observait, mesurait ses réponses, testait la profondeur de sa patience. Tu sais, dit-il doucement, je me souviens d'une chose que tu m'as dite un jour. Elle tourna à moitié la tête. Ah oui? Tu disais que lorsqu'une chose est pourrie, il ne faut pas tenter de la réparer. Il faut l'arracher, avant que l'infection ne se propage. Un sourire effleura ses lèvres. Ça me ressemble? J'y pense souvent, ces temps-ci. Elle ne répondit pas. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau. Pas de surprise. Pas de peur. De l'analyse. Cette nuit-là, l'atmosphère de la maison changea. Ce n'était pas une odeur, bien que même cela semblait trop propre. C'était dans l'air. Une tension suspendue comme un câble invisible prêt à rompre. Clara continuait de jouer son rôle. Sourire, verre de vin, rire parfaitement placé. Mais Julien, lui, ne jouait plus. Il voyait. Non pas parce qu'il était plus malin, mais parce qu'il avait enfin arrêté de se mentir. Elle ne cachait plus ses secrets. Elle testait combien de temps il tiendrait avant de craquer. Julien dormait à peine. À 2h18 du matin, son téléphone vibra. Un nouveau fichier audio. Capté dans leur propre chambre. À travers le tapis, à travers la porte. La voix de Clara, plus coupante que jamais. On a un calendrier. L'enquête de l'administration fiscale sort dans une semaine. S'ils découvrent tout, on agit avant. Une voix masculine. Antoine. Il était là. Dans leur maison. Pas au téléphone, dit-il. Tu veux que je le provoque? Je veux qu'il paraisse dangereux. Instable. Avant que ça nous échappe. Une fois que c'est public, je déposerai une demande de protection d'urgence. On a déjà les images. On a ce qu'il faut. Silence. Puis lui. Tu joues avec le feu. Et elle, calmement. Non. Je le construis. Il ne lui reste qu'à y entrer. Julien resta immobile. La trahison ne faisait plus mal comme avant. Elle avait changé de forme. Ce n'était plus un poignard. C'était une érosion, lente, méthodique, implacable. Il avait partagé les mêmes trous d'obus, les mêmes silences de mort avec lui. Et maintenant, il partageait son lit. Son foyer. Contre lui. Le lendemain, Julien quitta la ville. Il roula vers le nord, sur des routes de terre qui devenaient bitume, jusqu'à ce qu'il atteigne un vieux restaurant fermé, près de Saverne. Un drapeau abîmé flottait au vent. À l'intérieur, Bertrand l'attendait, assis à une table, un café froid devant lui. « Tu as écouté » dit-il sans lever les yeux. « J'ai entendu assez » répondit Julien. Bertrand hocha la tête, lentement. « Elle te démonte pièce par pièce. Légalement. Financièrement. Socialement. » Julien fixait la fenêtre. « Elle veut que j'allume le feu. Elle compte là-dessus. » « Exactement, dit Bertrand. Et si tu le fais, tu lui donnes exactement ce dont elle a besoin. » Julien tourna la tête. « Alors comment on fait pour tout brûler, sans craquer l'allumette ?» Bertrand releva les yeux. Son regard était fatigué, mais précis. On l'a fait craquer elle-même. Ce jour-là, la stratégie se mit en place. Julien rentra chez lui, et fit ce que Clara craignait le plus. Il joua le rôle. Il fut doux. Il prépara le dîner. Il servit le vin. Ils rirent ensemble. Il complimenta sa robe. Elle relâcha ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle baissa la garde. Elle adorait le théâtre. Et Julien lui offrait une scène. Elle ne vit pas le micro sous la table. Ni l'enregistreur dans la bouteille de vin vide qu'il jeta lui-même plus tard. Elle ne vit rien. Elle ne se doutait de rien. « Tu vois ?» dit-elle en effleurant sa main. « On peut tout surmonter. » Julien sourit. « Tu y crois vraiment ? Je pense qu'on est plus fort que ce qu'on croit. » Il la fixa. « Et si j'avais fait quelque chose d'impardonnable ?» Elle inclina la tête. « Je trouverai une manière de te pardonner. » Il l'étudia, attentif.
Ce n'est pas ce que tu as dit à Antoine. Son sourire vacilla. Un instant. Presque invisible. Je ne vois pas de quoi tu parles. Julien baissa la tête. Appuya sur son téléphone. 2 secondes de son sortir de l'enceinte. Je veux qu'il paraisse instable. Puis silence. Clara se leva. Lentement. Le verre de vin tremblant légèrement dans sa main. Tu m'espionnes ? Demanda-t-elle, la voix douce, mais sur le fil. Julien ne répondit pas. Il n'avait pas besoin, dit-il simplement. Elle le fixa. Longtemps. Et quelque chose, cette fois, changea. Le masque ne glissa pas. Il éclata. Tu crois que ça va te protéger ? Dit-elle d'une voix plus basse, glaciale. Tu n'es rien, Julien. Un mécano graisseux à peine capable de faire tourner son garage. Tu penses que ces enregistrements sont ton bouclier ? Tu penses que quelqu'un te croira quand je leur montrerai ce que tu es vraiment ? Il resta calme. Essaie. Le silence était total. Puis elle quitta la pièce. Mais Julien ne la suivit pas. Il n'en avait plus besoin. Plus tard, il envoya tout à Bertrand. L'intégralité du dîner. La menace. La fracture. Le vrai visage. Et Bertrand répondit en 5 mots. Maintenant, c'est elle l'incendiaire. Le lendemain matin, la pluie tombait fine, presque silencieuse, dessinant des veines sur le pare-brise du pick-up de Julien. Il était garé sur le parking presque vide du tribunal de Strasbourg. L'horloge sur son tableau de bord affichait 8h07. Il attendait. Pas par nervosité, mais par précision. Chaque geste de cette journée avait été prévu, répété, rangé dans sa tête comme un plan d'opération. Dans sa poche de chemise, une clé USB, une enveloppe scellée contenant des documents certifiés et un témoignage signé de Bertrand. Ce n'était pas un cri de vengeance qu'il portait sur lui. C'était une dissection. Froide. Clinique. À 8h24, Clara arriva. Impeccable. Tailleur sombre. Talon précis. Le chignon tiré avec cette perfection qui disait tout, elle ne venait pas plaider. Elle venait performer. Elle balaya la salle du regard, vit Julien, et esquissa un sourire. Celui d'un illusionniste juste avant le tour. Julien ne broncha pas. Pas un mouvement. Pas un mot. À 8h31, l'audience commença. La juge Renard entra. Droite, grisonnante, son regard pouvait couper un murmure. Clara prit la parole. Sa voix était douce, pesée, soigneusement émotive. Elle parla d'instabilité émotionnelle. D'un mari devenu imprévisible. De menaces voilées. D'un besoin urgent de protection. Elle insista sur son inquiétude sincère. Elle avait même l'air triste. Julia l'écoutait. Silencieux. Il ne cligna pas des yeux. Ne fronça pas les sourcils. Son immobilité glaça la salle. Quand la juge se tourna vers lui, son ton resta neutre. « Monsieur Moreau, vous avez la parole. » Il se leva. Marcha calmement jusqu'au greffier. Lui remit la clé USB. Revint à sa place. « Je souhaiterais faire écouter un enregistrement, si le tribunal le permet. » « Autorisé, » répondit la juge. Le fichier démarra. La voix de Clara résonna dans la salle d'audience. « Tu n'es rien, Julien. Un mécano graisseux incapable de tenir debout. Tu crois vraiment que ces enregistrements vont te sauver ? » Puis la voix de Julien, calme. « Essaie. » Et elle, tranchante. « Tu joues à un jeu que tu ne comprends pas. » Silence total. La salle ne respirait plus. La juge Renard se pencha. « Cet enregistrement a-t-il été effectué légalement ?» Julien hocha lentement la tête. « Chez moi. » Elle parlait librement. L'État d'Alsace autorise les enregistrements dans ce cadre. Clara resta muette. Le regard figé. Son masque, cette fois, ne s'était pas fissuré. Il avait fondu. Julien prit une inspiration. « J'ai d'autres éléments. Mais je crois que ça suffira pour aujourd'hui. » La juge feuilleta l'enveloppe. Relevé bancaire. Chronologie des faits. Témoignage de Bertrand. Un à un, les morceaux s'emboîtaient. Enfin, elle posa son stylo. « Madame Moreau, dit-elle posément.
Il apparaît ici des éléments préoccupants concernant vos intentions. Le tribunal ne délivre pas d'ordonnance de protection sur la base de suppositions. Encore moins lorsqu'il existe des preuves de manipulation manifeste du système judiciaire à des fins personnelles. La bouche de Clara s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Votre demande est rejetée. Le marteau tomba. Le verdict était prononcé. Julien sortit seul, sous le rebord du toit du tribunal. La pluie gouttait doucement au-dessus de lui, comme un métronome. Clara apparut quelques instants plus tard. Elle ne parla pas. Mais dans ses yeux, ce n'était plus la rage. C'était le calcul. Elle recomposait déjà un autre plan. Un autre rôle. Mais Julien ne lui laissa pas l'occasion. Il tourna le dos. « Tu n'écriras plus cette histoire, dit-il sans se retourner. Pas cette fois. Tu crois que c'est fini ? Lança-t-elle d'une voix basse. Il s'arrêta. Juste une seconde. Pour moi, oui. Puis il monta dans son pick-up. Et partit. Pas de triomphe. Pas de vengeance. Juste, le silence qu'il avait mérité. Ce soir-là, il retrouva Bertrand une dernière fois. Au sommet d'un vieux parking désert, au-dessus d'un entrepôt. Le ciel était bas. Le vent, tranchant. Beau travail, dit Bertrand en allumant une cigarette qu'il ne fuma jamais. Elle trouvera une autre voie, répondit Julien. Peut-être, admit Bertrand. Mais cette fois, elle devra passer par des gens qui ne reculent pas. Il tendit à Julien une nouvelle enveloppe. À l'intérieur, les papiers du divorce. Signé. Validé. Officiel. C'est terminé, dit-il simplement. Julien regarda l'enveloppe. Puis la ville. Non, murmura-t-il. Je suis libre. Ils ne se serrèrent pas la main. Ils n'en avaient pas besoin. Bertrand disparut dans l'escalier. Et Julien resta, un long moment, sous la pluie. Sans un mot. Sans un geste. Juste, libre. Le lac était silencieux. Julien se tenait au bout du vieux quai de bois, les bottes posées sur les planches humides, le regard noyé dans la brume qui s'élevait lentement de l'eau comme une fumée venue d'un brasier éteint. De l'autre côté, les arbres veillaient, immobiles et denses. Ici, aucun moteur, aucun cri, aucun écho de ce qu'il avait traversé. Juste le vent, les vaguelettes contre les pierres, et cette paix rare, fragile, mais réelle. Il n'avait plus parlé à Clara depuis le jour du tribunal. Il n'en avait pas eu besoin. Certaines fins n'ont pas besoin de mots. Seulement de distance. Le chalet n'était pas grand. 2 pièces. Un vieux plancher qui grinçait au moindre pas. Une cheminée qui respirait doucement quand il pleuvait. Pas d'écran. Pas de réseau. Il avait laissé son ordinateur au fond d'un tiroir, et son ancien téléphone, dans un torrent, quelque part, bien loin. À présent, il n'avait qu'un vieux portable à clapet. Pas de sonnerie. Juste un vibreur. Et rarement. Il passait ses matins à fendre du bois, ses soirs à lire les livres qu'il avait toujours dit ne jamais avoir le temps d'ouvrir. Et entre les deux, il écoutait le vent. Car il avait compris une chose dans cette guerre silencieuse. La paix, la vraie, ne crie jamais. Elle chuchote. Et il faut devenir immobile pour l'entendre. Le 3e matin, un seul message fit vibrer son téléphone. Numéro inconnu. Pas de signature. Juste ces mots, l'incendie est éteint. Tu n'étais jamais celui qui brûlait. Julien ne répondit pas. Il marcha jusqu'à la cuisine, se servit une tasse de café noir, et sortit sur le perron, laissant la vapeur lui caresser le visage comme le dernier souffle d'une guerre qui s'éloignait. Ce jour-là, il descendit en ville, 1 heure plus au nord. Une bourgade tranquille. Sans histoire. Là où personne ne pose de questions, où chacun respecte les silences. Il acheta des provisions, une nouvelle canne à pêche, un journal qui sentait encore l'encre fraîche. À la caisse, la femme lui sourit. Un sourire simple, inconnu. Des yeux qui ne savaient rien de lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Julien répondit avec un sourire vrai. De retour au chalet, le soleil descendait lentement sur l'eau. L'orange du ciel se reflétait sur la surface du lac comme du métal fondu. Il s'assit sur le perron, une couverture sur les épaules, observant le jour s'effondrer doucement dans la nuit. À l'intérieur,
une dernière enveloppe l'attendait. Celle que Bertrand lui avait envoyée, cette fois par la poste. Elle portait une simple inscription, tracée à l'encre bleue sur le pli. Si un jour tu oublies ce que la liberté ressent, n'ouvre pas cette enveloppe. Rappelle-toi juste pourquoi tu n'en as plus besoin. Julien ne l'ouvrit pas. Il laissa la flamme crépiter dans la cheminée, sa main posée sur la pierre froide du manteau. Il pensa à tout ce qu'il n'avait pas dit. À toute cette rage qu'il n'avait pas libérée. À toute cette vengeance qu'il avait domptée. Mais ce silence, celui dans lequel il baignait maintenant, ce silence lui appartenait. Il ne l'avait pas volé. On ne le lui avait pas accordé. Il l'avait conquis. Les étoiles apparurent lentement au-dessus des cimes, un à un, comme pour lui rappeler qu'il restait quelque chose à reconstruire. Le vent s'éleva sur le lac, une mélodie sans parole, et Julien s'enfonça dans son vieux fauteuil de bois. Il ferma les yeux. Et, pour la première fois depuis longtemps, il ne guetta pas les pas dans son dos. Il ne se méfiait plus de l'ombre. Il ne retenait plus son souffle. Il respirait. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.